pourrait dire que c'est un surhomme. D'ailleurs, sur certains points, le film ressemble presque à un film de super-héros ou de super-vilain. Et en fait, je pense que c'est l'inverse. Je pense que c'est un sous-homme. C'est pas quelqu'un qui a acquis quelque chose, c'est quelqu'un, au contraire, à qui on retire une partie de son être, si tant est que Verhoeven croit à l'idée même d'être. Et c'est en cela peut-être aussi que c'est peut-être son film le moins religieux d'une certaine manière. C'est même vraiment un corps qui est ramené tout au long du film à sa trivialité. Un seul détail, par exemple, mais ça se voit tout le long du film, c'est un personnage qui est d'abord défini par sa bouche. Le premier plan, on voit qu'il y a une bacon de face, il est en train de manger un Twinkies. Le premier plan, on fait son masque, la première chose qu'on commence à faire, c'est une incision entre ses lèvres, et la dernière chose que fait le personnage, c'est demander un dernier baiser. C'est quelque chose qu'on voit notamment dans la première scène. D'abord, ce Twinkies, qui peut paraître vraiment être un gag, ça définit le personnage par rapport à son appétit, vraiment par une pulsion. Et ensuite, une deuxième pulsion immédiate, qui est un acte de voyeurisme. On va y revenir, parce que c'est lié aussi à la question, au-delà du sexe et de la violence du viol chez Verhoeven, qui est vraiment quelque chose qu'il explore de film en film, quelque chose qu'il questionne, qu'il problématise. Et donc il y a cet acte de voyeurisme, qui n'est pas encore un viol, mais qui est déjà une violation de l'intimité, qui est un acte de transgression, mais qui vraiment se brise sur la vitre. Il y a ça aussi dans le début du film, quand il regarde ce chien invisible, et on voit en fait le point de vue de la cage, ce qui fait que c'est lui qui apparaît comme enfermé, qui apparaît comme entravé, et il est entravé dans son désir. Et il y a une troisième chose importante qui définit le personnage, qui n'est plus une pulsion ni un désir entravé, mais qui est une injonction. Là, vraiment, c'est l'incarnation parce que du surmoi. Il lève la tête, et il y a ce panneau qui lui dit tu devrais travailler. Ce qui est très intéressant, c'est que quand le personnage revient dans son appartement, il y a exactement les mêmes choses qui se reproduisent. Première chose qu'il fait, il mange un Twinkies. Deuxième chose, il regarde son panneau, et cette fois-ci, il ignore royalement. D'ailleurs, c'est un personnage qui est a priori un savant, quelqu'un qui travaille et qui, au fur et à mesure du film, ne devient plus du tout un scientifique. Et la troisième chose, c'est évidemment la scène qui se répète du voyeurisme, sauf que là, il se dit d'abord vraiment encore un peu de ce qui reste de son surmoi, n'y pense même pas, et immédiatement, mais au fond, qui va le savoir. Et ce qui se passe entre ces deux scènes, c'est que le personnage est devenu invisible, et j'aurais tendance à advenir que le personnage est seulement devenu invisible. C'est-à-dire que je ne pense pas du tout que le personnage soit maléfique, je ne pense pas du tout que ce soit un personnage qui soit immoral, mais c'est un personnage qui, tout d'un coup, se détache complètement de la construction morale qu'induit le regard d'autrui. C'est très intéressant parce que ce qu'explique Verhoeven sur la figure de l'homme invisible, puisqu'on va aussi parler de la question plus générale de la disparition, ce qui l'intéresse, c'est en fait la vision de l'homme invisible selon Platon dans la République, avec le mythe de l'anneau de Gygès. Pour résumer très vite ce que c'est que le mythe de l'anneau de Gygès, Gygès est un berger qui, un jour d'orage, se réfugie dans une grotte, et il trouve un anneau, et il se rend compte qu'en pivotant légèrement le chaton de cet anneau, il devient invisible. Et à partir de là, Gygès expérimente un peu son nouveau pouvoir, puis de fil en aiguille, il s'infiltre dans le palais royal, séduit la reine, complote avec elle, tue le roi et le remplace. Donc devient en fait assez vite un criminel, et il est à peu près certain que Gygès, s'il était resté berger, n'aurait commis aucun crime majeur le long de sa vie. Et ce qu'essaye de montrer Platon par cette allégorie, c'est pas tant que le mal est quelque chose d'intrinsèque, ou que l'être est intrinsèquement bon, mais au contraire qu'on est juste par nécessité, qu'on est juste parce que les autres nous regardent, et qu'on est aussi construit, que notre système moral est construit par le regard d'autrui. C'est exactement ce qui se passe dans le film, et en ça, c'est pas un surhomme, c'est quelqu'un qui vraiment pense un moment s'être complètement libéré de cette entrave qu'induit en fait la construction morale du regard d'autrui. Et à partir du moment où plus personne ne le voit, il peut inventer son propre code moral. Et là, c'est très intéressant, c'est qu'il finit par construire petit à petit une morale qui n'est guidée que par son corps, et par les pulsions de son corps. Mais je ne pense pas du tout que ce soit un personnage amoral. C'est-à-dire le film essaye ici et là de suggérer peut-être que ce serait le sérum, que peut-être le personnage à la base est déjà mégalomaniaque. Mais en même temps, il y a une scène, par exemple, on pourrait se poser la question aussi, est-ce que cette scène inaugurale de voyeurisme ne dit pas que potentiellement tout voyeur est un violeur en puissance ? Je ne pense pas. D'ailleurs, il y a plusieurs scènes dans le film qui semblent le contredire. Par exemple, quand ils sont en train de célébrer leur première prouesse, savoir ramener dans le champ visible un animal, il y a une scène qui est un peu ambivalente, une scène un peu de flirt avec une ex-amante, où on voit qu'il y a une complicité qui reste là, et le personnage essaie de l'embrasser, l'autre lui dit non, il n'insiste pas. Ça ne veut pas dire que son comportement est chevaleresque, mais en tout cas, c'est un personnage qui, je pense, très honnêtement, ne serait jamais retrouvé dans une position de violeur s'il n'était pas devenu invisible. Et c'est vraiment le sujet du film. Qu'est-ce qui... alors, sur la question de la visibilité, parce qu'il y a presque un deuxième film, ce qui explique d'ailleurs généralement les réactions assez disparates. Moi, j'ai entendu des rires autour de moi. Enfin, je sais que le film est presque, pour certains, considéré comme un nanar, notamment dans sa dernière partie, qui est presque un film d'horreur au sens propre du terme. On va peut-être y revenir, mais le point de départ de Verhoeven, qui, dans ses propres termes, enfin, vraiment, il renie le film, mais presque à 100%. Enfin, vraiment, pour lui, le film est inepte, c'est qu'un film d'effets spéciaux. Même son titre, il a une mauvaise explication, alors que son titre est vraiment passionnant. Enfin, le titre Holloman, c'est pas l'homme invisible, c'est l'homme creux. Voilà. Et pourquoi il est creux ?
pour deux raisons. D'une part, parce qu'il n'est que construit par le regard d'autrui, mais aussi parce que je pense que Verhoeven est un cinéaste qui a compris quelque chose de fondamental par rapport au cinéma, c'est que le cinéma n'est pas un art de l'intériorité. C'est-à-dire que contrairement à la littérature, par exemple, le cinéma ne peut montrer les affects intérieurs des personnages que par le découpage, le placement des acteurs, par la lumière, les couleurs, etc. Et que dès lors, enfin c'est d'ailleurs très intéressant, sa vision de l'invisible, ça rejoint l'imagerie médicale d'un corps anatomique. Et au final, c'est pas vraiment un corps invisible, ce serait un corps qui serait débarrassé de sa peau, qui serait débarrassé de tout ce qui le construit socialement, et qui ne serait plus, à la lettre, à un moment, la chose est dite, un tas de chair fumant, mais des muscles, un squelette, et animé par un même désir de dévoration. C'est pas anodin aussi si le personnage, première chose qu'il fait, c'est manger un Twinkies, alors que le plan d'avant, on voit une morsure ensanglantée, vraiment la morsure sur un rat, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il y a un truc animal. Mais... Alors, il n'y a pas tout à fait un raccord, parce qu'il y a aussi un plan où il est de dos en train de sur son ordinateur. C'est un presque raccord, mais voilà, c'est une analogie assez directe. Naïvement, il croit qu'il s'est libéré du regard d'autrui et que donc il est bien sûr homme, et donc il est un homme complètement libre qui a un pouvoir infini. Et ce qui est complètement paradoxal, c'est que le personnage, à fur et à mesure qu'il apparaît comme libre, est d'autant plus rattrapé comme vraiment un être pris au monde et sur lequel le monde a une prise, à savoir que le personnage n'est plus uniquement défini que par l'eau qui ruisselle sur son corps. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Vraiment, il y a des détails, notamment dans la toute fin, par exemple, quand le personnage s'émiette en cendres noires, vraiment qui s'effrite. Moi, je trouve ça vraiment, il y a des effets, vraiment des choses très précises en termes d'effets spéciaux qui sont magnifiques. Au-delà du contexte technologique, c'est vrai que c'est un film assez pionnier dans les effets numériques. Mais donc l'eau, la fumée, la neige carbonique, le sang, et d'ailleurs il est ravalé, voilà, il est ravalé par les flammes. C'est un corps qu'on électrise. Enfin, il passe un peu par d'ailleurs toutes les morts possibles qu'on peut infliger à un corps, parce qu'il n'est plus que ça. Il n'est plus qu'un corps. Et c'est aussi peut-être pour ça que d'une certaine manière, la fin du film peut décevoir certains spectateurs, c'est qu'on n'est pas face à un génie du mal. On a quelqu'un qui quand même apparemment est doué d'une suprême intelligence, mais qui se sert de son pouvoir pour effrayer les enfants, tripoter les filles, violer des femmes. Ah oui, il y a la dimension quasi ado, le truc qu'il mange, enfin la vie qu'il a, et il est clairement montré comme un ado finalement. Comme quelqu'un qui a pas atteint sa maturité quand même. Bah, il a plus sa copine, visiblement il est défini que par son travail, mais au-delà de ça, c'est intéressant, c'est ce qui se passe quand il devient invisible. C'est-à-dire que c'est un savant, il le prouve dans la dernière partie du film qu'il a quand même des capacités cognitives au-dessus de la moyenne, qu'il est capable de tisser un plan, mais à un moment, il se sert de son pouvoir pour jouer avec une mouche, faire peur à des enfants dans une voiture. Enfin, vraiment il a quand même quelque chose de très trivial et de très bêta en fait, dans sa façon d'utiliser le pouvoir, parce qu'il n'est plus guidé que par ses pulsions.